Les scientifiques nous mettent en garde contre la 6e extinction de masse. On constate un effondrement de la biodiversité dans le monde. C'est vrai que c'est vraiment fascinant de voir qu'il y a 50 ans, tout était déjà dit. Bonjour, je m'appelle Gaspard Koenig, je suis philosophe, romancier et depuis quelques années entièrement investi dans la question écologique à travers des fictions et des récits et des essais. Cette Bretagne traditionnelle de bocage, monsieur, nous a-t-on dit dans le Finistère, au train où vont les choses, dans 20 ans, dans 10 ans peut-être même, elle n'existera plus. Dans beaucoup de communes, à Telgruc comme ailleurs, les agriculteurs ont du mal à comprendre le pourquoi de certains grands travaux qui bouleversent la terre bretonne. Il y a une borne et la route passe de ce côté-là. Elle passera de ce côté-là. Elle passera de ce côté-là. Alors qu'on pouvait la faire, justement, la redresser simplement, quoi. Il y a ce terme qui est souvent utilisé en écologie, la solalstalgie, qui est la nostalgie d'un environnement qui disparaît ou qui est voué à disparaître, qu'on trouve peut-être d'ailleurs dans sa toute première version chez Tocqueville, quand il parcourt les forêts du Michigan à cheval, après son tour aux États-Unis, et qu'il voit les forêts primaires, les lacs cristallins, et qu'il se dit tout ceci va disparaître, dépêchons-nous d'en profiter. Et en fait, on a du mal à... On voit ce qui disparaît, mais on a du mal à imaginer ce qui a disparu. Et pour nous, maintenant, c'est normal de traverser la Bretagne en train, en TGV, et de voir des grandes surfaces planes. Et ce qui est émouvant, évidemment, dans ces images qui sont en fait pas très vieilles, parce que 50 ans, c'est pas grand-chose, c'est d'imaginer cette incroyable efflorescence du bocage. Enfin, toutes ces plantes-là, en plus, sont très... On voit très bien qu'elles sont pas très entretenues. Enfin, il y a une espèce de haie très ébouriffée qui fait plusieurs mètres. Et puis, la deuxième chose qu'on voit bien, c'est que on parle souvent du bon sens paysan. Il faut laisser les paysans faire comme ils ont toujours fait parce qu'ils ont du bon sens. Il n'y a rien de plus faux. L'agriculture a toujours été un objet politique. Au XVIIIe siècle, c'est les physiocrates qui l'ont théorisé, qui ont théorisé le passage à la ferme comme un objet industriel et économique, qui ont théorisé l'idée que le fermier devait être un entrepreneur et que le paysan pouvait en être le salarié, à des fins déjà de productivité. Enfin, c'est un peu eux qui inventent la science économique, et tout ça conduira à des réformes assez importantes qui débouchent in fine sur la Révolution française, entre les physiocrates, Turgot et les premiers révolutionnaires. Et dans les années 60, donc ce qu'on voit là à peu près, c'est une initiative, vraiment une conception centrale d'État, celle de De Gaulle et d'Edgar Pisani, dans la mouvance évidemment de ce qui se fait dans l'ensemble du monde, qui va décider de la révolution verte et du remembrement, comme il y avait déjà eu en Angleterre à la fin des enclosures, le début des enclosures et la fin des communs, des parcelles communes. Donc on voit très bien que l'agriculteur, il n'a jamais pris soin de sa terre en fonction de son bon sens. Ça a toujours été décidé par d'autres, pas forcément d'ailleurs pour de mauvaises raisons, parce que l'agriculteur entretient une terre qui, globalement, est notre terrain de vie à tous. En France, c'est plus de la moitié de la surface du pays qui est agricole. Je crois que sur l'ensemble des terres émergées du monde, c'est un tiers. Donc, évidemment qu'on a tous notre mot à dire, en fait, sur la manière dont ces espaces sont organisés, parce qu'on en dépend tous. Mais en même temps, on voit très bien aussi comment ces réformes sont effectuées sans le moindre... de manière très verticale. Et ce qu'il dit sur la pierre ou la borne est intéressant parce qu'on voit que les chemins ont été tracés de manière orthogonale, j'imagine, plus ou moins, sans venir s'inscrire dans les sinuosités, les singularités de chaque pays. Mais c'est vous qui avez demandé cela ou pas? Ah non, nous n'avons pas demandé. Non, on nous a mis de force, quoi. Parce qu'il fallait qu'on puisse venir du village vers le haut. Oui, il fallait une route, mais on n'avait pas besoin de faire tellement de simagrées pour l'avoir, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va tout détruire, ça va coûter très cher. Oh, sûrement, mais c'est dans le remembrement, alors nous autres, on nous dit pas le prix, hein. Sauf plus tard, on saura ce qu'on aura payé, quoi, c'est tout. Et est-ce que vous étiez d'accord? Ah non, nous n'étions pas d'accord, sûrement. Mais vous l'avez dit quand même, non? Oh oui, mais ça ne sert à rien de parler chez nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et alors dans la terre qui est à côté, là, on va... Bon, ils prennent la terre labourable pour faire de la route et les pierres pour faire la terre labourable, quoi. Alors où va-t-on avec tout ça? Ah, je sais pas. On trouve que les paysans ont trop de terre, sans doute. Il faut leur enlever un peu. Ouais, je ne suis pas un grand spécialiste du remembrement, mais d'abord les remembrements, je crois qu'il y en a eu depuis le XVIIIe siècle. Ils ont été particulièrement intensifiés à l'après-guerre, dans les années 60, 70.
consiste évidemment à faire procéder à des échanges de parcelles, de sorte qu'on regroupe, on remembre les parcelles pour en constituer des espaces plus grands, plus homogènes. Donc, à première vue, plus productifs. Et comme on a regroupé des parcelles, donc quand chacun avait une petite parcelle dans un coin, dans un autre, maintenant on les regroupe, donc chacun a une surface plus homogène. Donc il va pouvoir la cultiver en faisant passer des machines aussi plus importantes, parce qu'il ne va pas plus être bloqué par justement tous ces petits chemins, toutes ces haies. Et donc la première chose qu'on fait sur ces surfaces, effectivement, on les arrase, donc on enlève les haies qui sont considérées désormais comme des obstacles, et on en fait les grands carrés de surface homogènes qu'on voit aujourd'hui un peu partout, surtout évidemment dans les territoires de plaine, un peu moins dans les territoires très vallonnés, parce que c'est moins facile de faire passer des engins. Donc en fait, on a restructuré la terre et la propriété de la terre en fonction des machines. Et non pas l'inverse. On a pris la machine et on s'est dit, bon, maintenant la machine peut faire ça, donc on va casser la terre ou l'organisation foncière pour que la machine soit... parce que c'est elle le maître finalement. C'est la machine le maître et le reste s'arrange en fonction de ses besoins, de sa taille et de son énergie aussi. Voilà. Alors évidemment aujourd'hui, donc d'abord, il y a une question effectivement de répartition de la terre entre les paysans, puisque tout ça nous conduit à un monde avec très peu de paysans et des concentrations de fermes de plus en plus importantes. Et c'est une dynamique qui est toujours très actuelle, puisqu'il y a un grand nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, et que donc on anticipe un phénomène de concentration qui s'accentue et qui donne lieu encore aujourd'hui à des abattements de haies assez impressionnants. Donc en fait, ce qu'on voit là n'est pas du tout obsolète, puisqu'aujourd'hui, on disparaissent encore tous les ans entre 25 000 et 30 000 km de haies tous les ans, contre 3 000 qui sont replantés par les bras d'associations, les subventions qui sont allouées à cet effet. Donc étrangement, alors que les mentalités, la culture ont maintenant à peu près unanimement considéré qu'il faut replanter des haies, qu'elles ont un impact écosystémique important, que même pour la fertilité des sols, pour l'élimination des pathogènes et tout ça, elles ont un rôle qui était non verbalisé à l'époque, mais qui est aujourd'hui établi par la science. Et ben, le mouvement de concentration et d'homogénéisation des surfaces se poursuit. On est probablement sur la queue de comète de ce phénomène, mais c'est une queue de comète quand même toujours assez puissante et extrêmement nuisible à la transition souhaitable. Quand vous parlez de péril du terroir, on vous répond remembrement. Au niveau de la réalité quotidienne, tout semble se limiter à une petite querelle à propos de vieux talus. Madame Battani, on est en train d'enlever les talus partout, on est obligé de les reconstruire ailleurs. Ah, on n'en fera plus. On laissera ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et vous croyez que c'est mauvais pour l'agriculture? Ah ben, c'est très mauvais pour l'agriculture. Premièrement, pour les bêtes. On a moins de lait quand il y a du vent. C'est un pays d'élevage ici. Oh oui, c'est un pays d'élevage. Et on a beaucoup moins de lait? Ah oui, et surtout qu'ici, ça souffle quand il y a la tempête. Les cyprès ont été mis ici, pourquoi? Les cyprès ont été mis pour abriter les toitures. Du vent qui vient de la mer? Oui. Oui, ce qu'elle dit est intéressant parce qu'on voit qu'elle a un savoir vernaculaire de l'utilité de la haie qui n'est pas quantifié, qui se verbalise difficilement pour abriter les bêtes du vent et qui va probablement être totalement bousculé par le savoir technique, analytique qu'on va lui opposer en lui parlant de taux de productivité ou de que sais-je. Et c'est l'occasion de dire que ce savoir vernaculaire, il est aujourd'hui réhabilité en fait par la science contemporaine qui comprend pourquoi on avait laissé les rivières méandrer, pourquoi tout ça avait un rôle en fait. Un rôle qui était en fait empiriquement vérifié génération après génération, parce qu'on corrigeait les erreurs de la suivante et on voyait qu'il y avait des choses qui marchaient, mais on ne pouvait pas forcément l'expliquer. Et le savoir technique a voulu tout expliquer, et ce qui n'était pas explicable était condamné. Et donc on voit vraiment, je pense, dessiner l'affrontement entre deux types de connaissances. La première n'étant pas du tout, ayant été méprisée par le savoir technique à très mauvais escient. Enfin, en tout cas, je pense qu'on en revient aujourd'hui. Que la science fondamentale aujourd'hui... Oui, et deuxième chose, c'est que du coup, aujourd'hui, la science fondamentale s'oppose à la technique. Science et technique ont longtemps été de pair. Or, aujourd'hui, on voit que l'hydrologie, l'agronomie, dans leurs recherches fondamentales, proposent des solutions qui sont des solutions savantes, mais souvent peu techniques ou low-tech. Alors que la technique, elle, propose des solutions qui semblent évidentes, mais qui sont scientifiquement douteuses.
Alors on plante ici des cyprès également en Bretagne puisqu'il n'y a plus de talus. Mais ces cyprès, est-ce qu'ils peuvent pousser? Ces cyprès ne peuvent pousser parce qu'ils sont brûlés par l'air marin. Le vent circule en ras du sol, les fauche, les brûle. Alors il faut les abriter derrière des pierres. Oui, c'est le seul qui me reste de 10 cyprès que j'ai plantés autour des bâtiments. J'en ai planté là, sur le talus. Derrière les machines agricoles là-bas. Derrière les machines agricoles. Et elles ont toutes été criées. Et il y a une solution à tout ça? Oui, c'est que le remembrement se fasse, que les lois du remembrement d'abord soient modifiées, parce que nous sommes sous le régime des lois de 1941. Nous sommes comme sous l'occupation allemande, où le remembrement se fait de façon autoritaire. Les cultivateurs sont minoritaires dans les commissions communales, et ils n'ont pratiquement rien à dire à la commission départementale. Et vous avez énormément de gens qui s'occupent du remembrement et qui n'y ont aucun intérêt. Je vais dire quelque chose d'un peu provocateur, mais que j'avais travaillé pour un essai déjà un peu lointain, là, il y a une dizaine d'années, qui est que l'État moderne a été l'État normatif, a été le produit du régime de Vichy encore aujourd'hui. Le régime de la fonction publique, l'école d'Uriage, qui précède l'ENA. Bref, les grands cadres de l'organisation étatique moderne ne datent pas, comme on le lit souvent, des rois de France, ni de la Révolution française, mais de Vichy qui avait un projet de refondation de l'État, qui a été largement en fait laissé intouché après-guerre. La plupart des lois économiques et sociales de Vichy ont été maintenues. Et De Gaulle explique d'ailleurs dans ses mémoires qu'il trouvait que celles-ci étaient plutôt valable, enfin que d'un point de vue politique, économique et social, il n'était pas en désaccord avec cette manière d'organiser la société, qui est donc une manière très centralisatrice, très verticale, très normative, et c'est exactement ce qu'on nous explique là au sujet des cyprès et du sujet des talus. Et l'auteur qui analyse le mieux ça, c'est Paxton dans son livre sur Vichy, parce que Paxton est connu pour avoir dénoncé et prouvé le soutien de Vichy à l'extermination des Juifs. Mais toute la première partie du livre concerne en fait le projet presque ingénierial de Vichy. Et Paxton établit que c'est vraiment le début du régime des ingénieurs. Et que d'ailleurs beaucoup des gens qui étaient ministres à cette époque venaient d'une cellule qui s'appelait X-Crise. C'était des polytechniciens des années 30 qui voulaient trouver une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme, qui, globalement, ont fondé l'idée de planification. Et toute l'industrie, tous les premiers ministres de l'industrie qui, évidemment, pendant la guerre, dans un contexte de pénurie, organisent la production industrielle de manière extrêmement cadrée, c'est les ministres de Vichy, Bichelon, je crois, si ma mémoire est bonne, qui sont des gens d'ailleurs que décrit Céline ensuite dans son livre sur Sigmaringen, et qui, selon Paxton, initie une tradition en fait de gouvernance ingénieriale qui correspond à un projet idéologique et qui se poursuit après-guerre. Et aujourd'hui encore, le pays est essentiellement gouverné par des gens qui ont fait des études d'administration ou d'ingénieurs, pas tellement des botanistes ou des agronomes. Expert agricole et membre de l'association de défense du terroir breton, M. Robert Gouaché craint tout de ce nouveau paysage. Je pense que les chambres d'agriculture vont prendre le problème en main et vont enfin informer les agriculteurs, parce que j'estime qu'il est certain que la destruction des talus et des brise-vents n'a pas seulement été faite dans le cadre d'un remembrement ou de travaux connexes à un remembrement, il a été fait beaucoup plus souvent sous l'égide de l'article 836 du Code rural qui permet à un locataire de détruire une haie, mais ce n'est pas une raison. Si les cultivateurs avaient été informés des préjudices qu'ils subiraient en détruisant ces haies et ces talus, ils ne l'auraient pas fait. Ceux qui n'ont pas informé sont donc, à mon sens, responsables. Et c'est ce que le terroir breton cherche actuellement à faire, c'est d'informer. On nous a traités de poètes, de rêveurs, mais nous ne rêvons pas, nous voyons la réalité. Il ne s'agit pas ni d'être pessimiste, ni d'être optimiste à la mode des moutons de Panurge. Il s'agit de regarder la terre et de voir tout ce qu'on y fait et toutes les destructions. Alors, deux choses. D'abord, on parle de paysage ici. Et donc, quand on détruit des haies, ce n'est pas seulement une question agricole, c'est aussi une question de milieu de vie, parce qu'on voit quelque chose de différent. Élisée Reclus nous explique bien qu'on voit le monde à partir du milieu dans lequel on vit. Il y a des très belles pages où il explique que la ville, tout autant d'ailleurs que l'agriculture moderne, alors on est à la fin du 19e siècle, mais enfin il a déjà cette vision-là, fabrique des âmes serviles.
disons, la nature plus sauvage construit la liberté et le sentiment de liberté. Il dit d'ailleurs, il faut, pendant les grandes vacances, envoyer les enfants dans les forêts, dans les ruisseaux, parce que vous leur redonnez le goût de la liberté. Il associe une forme de réensauvagement naturel avec une question politique, d'autonomie en fait spirituelle, morale, par rapport au pouvoir. Et il y a aussi dans cette transformation des paysages, donc il y a une question morale, il y a une question aussi de changement de regard esthétique. Les champs qu'on vient de voir sont des champs qu'on appelle aujourd'hui propres. Et il y a ce fantasme du propre qui est apparu en fait dans ces années-là, je pense. C'est aussi le propre dans la maison, le propre sur soi, les vêtements propres. Et ce qui est propre, c'est ce qui élimine la variété. Et donc encore aujourd'hui, quand on vous dit « Ah bah mon champ est propre », c'est qu'il est tout jaune. Il n'y a pas un seul adventice. Il est bien traité. Ou qu'un gazon est propre, ça veut dire qu'il est bien tondu. Et il faut vraiment rééduquer son regard pour apprécier différemment la beauté et comprendre, ou du moins sentir que ce qui est beau et ce qui est propre, finalement, c'est un champ plus varié, comme ceux qu'on voit dans le livre sur les histoires du duc de Berry, là, le titre exact m'échappe. Bon, bref, les enluminures de l'époque du Moyen-Âge, quand ils montrent des champs, les champs ne sont pas tout jaunes, en fait. Il y a des bleuets, il y a des coquelicots, il y a de la doche, il y a plein de couleurs. Et de même, un gazon qui n'est pas tondu, ce qui est évidemment mieux pour tout le monde, pour la biodiversité et pour la paix du jardinier, c'est un gazon qui est beaucoup plus touffu, mais aussi irrégulier. Et je dirais même que l'esthétique picturale de ces années-là, c'est l'esthétique des Delaunay, des Roscoe, c'est-à-dire des tableaux très linéaires, en carré, en rectangle. Un tableau de Roscoe, finalement, c'est un champ de la Beauce, puisqu'on parle de la Beauce, jaune et bleu. Et que, voilà, il faut déconstruire toute cette esthétique, en fait, de la ligne droite pour de nouveau apprécier la variété. Le bocage traditionnel est devenu la Beauce. Quand il parle de la Beauce, c'est intéressant parce que la Beauce, je disais que les paysages forment les caractères. Et la Beauce, justement, qui est depuis beaucoup plus longtemps cet espace très ras, c'est aussi une des régions les plus dures. Zola, quand il écrit La Terre, il dépeint un village de la Beauce avec ces grandes étendues qui l'entourent, qui font peur. C'est d'ailleurs pour ça que les fermes de la Beauce sont des forteresses. C'est des murs extrêmement droits, pas du tout ouverts, parce qu'on a presque besoin de s'abriter dans une étendue aussi vertigineuse. On a besoin de se retrancher. Et il décrit une humanité dans la Beauce extrêmement violente. Zola, dans La Terre, c'est terrible. Les gens sont vraiment non sauvables. C'est une humanité très crue, très cynique. Tout ça pour dire que dans cette référence à la Beauce, je vois aussi que le paysage déteint sur l'esprit. Il est un fait certain que du jour où on arrase tout, on détruit également la vie elle-même. Hein, il ne faut pas oublier que dès que vous avez des brise-vents d'arracher, je ne vais pas vous faire un cours sur le problème, mais toutes les terres s'assèchent. Or, actuellement, il y a une diminution terrible des nappes phréatiques qui baissent. Il y a en plus, c'est parce qu'on parle souvent de déforestation, mais il ne faut pas oublier qu'une forêt n'est pas seulement un bloc d'arbres, c'est aussi, et dans notre pays avant tout, une forêt linéaire qui était constituée par ces talus, par ces haies d'ormes et autres essences. Du jour où on les détruit, il y a une évapotranspiration qui est terrible et qui diminue forcément la quantité et la qualité des cultures. Et donc là, c'est vrai que c'est vraiment fascinant de voir qu'il y a 50 ans, tout était déjà dit. Ce dont il parle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la biodiversité. Et effectivement, on constate un effondrement de la biodiversité dans le monde. Les scientifiques nous mettent en garde contre la 6e extinction de masse. On a perdu 75% des populations d'espèces sauvages en une cinquantaine d'années. Donc c'est colossal.
Et cette extinction de la biodiversité, si on suit les chiffres de l'IPBES, est essentiellement due à la destruction des habitats et à la raréfaction des ressources pour les animaux. C'est-à-dire globalement à la destruction des haies, des forêts, ce dont il parle. Le réchauffement climatique n'arrivant qu'en troisième, et aux produits chimiques aussi, le réchauffement climatique n'arrivant qu'en quatrième ou cinquième position dans cette chaîne, dans ces effets causaux. Et d'ailleurs, on voit que les surfaces où les populations d'oiseaux ou d'insectes ont diminué de 75% ou des 2/3, aujourd'hui en France, sont évidemment les surfaces agricoles cultivées de manière conventionnelle. Et à l'inverse, c'est l'agriculture qui aurait aujourd'hui les moyens de restaurer la biodiversité. Ce qui serait bon pour la vie elle-même, c'est ce que nous dit cet homme, et on peut considérer que c'est un devoir moral qui dépasse la question anthropique que d'améliorer la quantité et la diversité de la vie, parce que c'est comme ça que procède l'évolution naturelle. Dans un monde sans Dieu, quel est le critère moral, sinon le critère de la vie elle-même, en fait, du mouvement de la vie. Et puis par ailleurs, il faut se rappeler aussi que c'est de toute façon une nécessité pour nous et pour l'agriculture elle-même, puisque on arrive à peu près au bout de ce qu'on peut faire avec des traitements chimiques et des engrais. Et donc, comme il le dit très bien, un sol qui n'est plus vivant, parce qu'on a enlevé l'eau et qu'on l'a traité et qu'on l'a labouré profond, est un sol qui ne retient plus l'eau, donc qui crée des glissements de terrain en hiver quand il y a trop d'inondations, et à l'inverse, des sécheresses et des craquèlements en été. Quand on voit un nuage de poussière au cul d'un tracteur, c'est pas normal. Normalement, un sol complexe, il est assez structuré pour ne pas s'échapper comme ça dans l'air. Et les haies ont un rôle essentiel à jouer là-dedans, puisque c'est elles qui abritent tous les insectes qui sont des insectes prédateurs, qui vont aller d'eux-mêmes éliminer un certain nombre d'insectes ravageurs. Et par ailleurs, elles fortifient évidemment tout le sol qui est autour d'elles, et donc, de manière comme ça, par capillarité, permettent aussi d'enrichir le sol et la matière organique. Parce qu'une feuille qui tombe d'un bosquet, c'est quelque chose qui va venir... qui va être décomposé par les bactéries, les champignons, les vers de terre, et qui va permettre de rendre le sol vivant, puisque le sol, c'est une grande machine à traiter la mort pour redonner de la vie, à manger ce qui arrive au-dessus et à le décomposer en ingrédients qui pourront ensuite ressortir dans la chaîne trophique. En sachant qu'il y a plus de vie en quantité, en diversité et en poids sous nos pieds, dans le sol, qu'au-dessus du sol. Si on mettait ne serait-ce que tous les vers de terre sur une balance, ils pèseraient plus lourd que tous les mammifères. Et donc, quand on a fait toutes ces bêtises, on le comprend maintenant rétrospectivement, on l'a aussi fait parce qu'on n'a jamais bien regardé le sol qui est sous nos pieds. L'humanité a beaucoup regardé les étoiles. Pendant 2500 ans, c'était un peu un modèle intellectuel, la cité céleste, les grandes régularités cosmiques. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour découvrir la fonction du sol. C'est la naissance de la pédologie, c'est le livre de Darwin, le dernier livre de Darwin sur les lombrics, dont il comprend que c'est l'espèce la plus importante dans l'évolution naturelle, puisque c'est le laboureur naturel de la Terre. C'est les livres d'Élisée Reclus aussi, qui est le premier à considérer l'humus comme un objet philosophique, et qui lui donne justement cette fonction métaphysique de transformer le mort en vivant, de renouveler les générations. Et en fait, on l'a compris très très tard dans notre histoire. Et c'est aussi ce défaut de connaissance, d'intérêt, peut-être cette peur aussi de regarder ce qui est sous nos pieds, parce qu'il nous rappelle trop notre finitude, comme la racine du marronnier dans la nausée de Sartre. Le sol, c'est notre destin aussi à nous. Donc on n'a peut-être pas très envie, en fait, de le regarder en face. Mais enfin, c'est cette absence de regard pour le sol qui a, en fait, engendré cette vision purement... technique en tuyau de la question agricole, et qui est très justement dénoncée en 1971 par cet homme. C'est vrai que dès ces années-là, vous avez tout un mouvement écologiste assez radical qui naît, des journaux comme Le Sauvage, René Dumont qui se présente à la présidentielle. Enfin, il y a évidemment il y a toujours eu, en fait, depuis le début de l'ère industrielle, des pensées écologiques très fortes, très profondes. Élisée Reclus à la fin du 19e, Thoreau au milieu du 19e, même Tocqueville a beaucoup de... Quand il décrit la pollution à Manchester, beaucoup de réflexions sur le sujet. En fait, c'est une réaction naturelle à la société industrielle. La Bretagne, c'est aussi 200 000 hectares de forêt dans 5 départements,
dont 18 000 de forêts domaniales, comme celle de Camors dans le Morbihan. Si à côté on veut faire la Beauce, ici on veut faire les Vosges en remplaçant les feuillus par des résineux. Il faudra alors refaire la Bretagne quelque part ailleurs, dit M. Pierre Jarnot, maire de Camors. Mais il ajoute qu'il préférait tout de même la conserver là où elle est. Oui, juste pour dire ce qui est une évidence aujourd'hui, qu'on a construit les espaces forestiers comme les espaces agricoles à cette époque-là, c'est-à-dire en monoculture. Il parle des Vosges, alors c'est assez intéressant comme exemple, puisque aujourd'hui les Vosges, avec énormément de monocultures d'épineux, sont dévastées par ce qu'on appelle le scolite, typographe, joli nom d'ailleurs pour désigner un insecte ravageur. Elles sont particulièrement touchées, précisément parce qu'elles sont peu diverses, et que la frontière la plus naturelle à la propagation d'un virus, d'un champignon, d'un insecte, c'est bien d'avoir des arbres en fait d'essences différentes, qui donc ne vont pas tous être attaqués de la même manière et ne vont pas permettre une prolifération aussi rapide. Et maintenant, c'est tout ce vers quoi on revient, de reconstituer des forêts diversifiées avec des feuillus. Mais le problème, c'est qu'une forêt, ça ne se fait pas en 10 ans, ça se fait en 50 ans, en 100 ans, peut-être en 200 ans. Francis Allais, quand il avait son projet de forêt, de reconstituer une grande forêt primaire en Europe, parlait de 1000 ans pour faire une forêt primaire. Et donc les temporalités sont pas du tout les mêmes entre la destruction et la création. Pour que la nature fabrique 1 centimètre d'humus, il faut à peu près 1 siècle. Donc on comprend, quand on voit un sol retourné, excavé par exemple, combien de siècles en fait on est en train, ou combien de millénaires on est en train de retourner, d'effacer au fond. De sorte que la régénération est beaucoup plus lente et politiquement se place à des échelles de temps qui ne sont absolument pas adaptées à notre système électoral. En fait, notre système électoral est fondé sur l'ère industrielle, où en 5 ans, 6 ans, on peut juger du succès d'une politique économique qui a attiré des investissements, réduit le chômage, réduit l'inflation, ou que sais-je, mais que les échelles de temps de la régénération sont évidemment absolument pas démocratiquement discutables dans le cadre actuel.